Tu es enseignant, étudiant ou simplement curieux, en quête de savoir clair et utile pour le monde d'aujourd'hui? Alors bienvenue sur la chaîne Quête des savoirs. Sur cette chaîne, Dr Gamal Moukaled décrypte pour toi les grands concepts du numérique, de la science et de l'éducation, avec des explications simples, des exemples concrets et des vidéos courtes et impactantes. Big Data, IA, pédagogie, technologies éducatives, outils numériques pour la classe. Ici, chaque vidéo t'aide à mieux comprendre le monde et à transformer tes pratiques professionnelles. Que tu sois enseignant, formateur, étudiant ou apprenant autonome, tu trouveras ici des contenus fiables, structurés et directement utilisables dans tes cours, tes révisions ou tes projets. L'objectif, te faire gagner du temps, t'inspirer et t'accompagner dans ta propre quête de savoir. Abonne-toi maintenant à Quête des savoirs. Active la cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo et partage la chaîne avec celles et ceux qui veulent apprendre autrement. Ensemble, faisons du savoir un levier de changement, ici à Djibouti et partout dans le monde francophone. On a tous connu cette sensation un peu étrange, presque magique. On finit une série sur Netflix et hop, la recommandation suivante, c'est pile ce qu'il nous fallait. Ou alors on écoute une chanson et celle qui suit est juste parfaite. On se dit mais comment ils savent ? On a l'impression que la machine lit dans nos pensées. Alors c'est de la magie ? Eh bien non, pas vraiment de la magie. Plutôt une technologie, mais une technologie d'une puissance assez folle. Regardez ce chiffre, 80%. Ça veut dire que sur Netflix, 4 contenus sur 5 qui sont regardés ne viennent pas d'un choix délibéré, mais d'une suggestion de l'algorithme. Pensez-y un instant, ce n'est pas juste qu'il devine nos goûts, en fait il est en train de façonner activement des milliards d'heures de notre temps libre. Ok, alors comment ça marche ce fameux tour de magie? On va soulever le capot et regarder un peu la mécanique derrière tout ça. Comment ces systèmes arrivent à nous connaître parfois, on a l'impression, mieux que nous-mêmes. Alors, le concept clé, le cœur du réacteur, ça s'appelle le filtrage collaboratif. Le nom a l'air un peu technique, mais l'idée de base est super simple. En gros, pour deviner ce qui pourrait plaire à une personne, l'algorithme ne se contente pas de regarder ses propres goûts. Non, il va chercher des gens qui lui ressemblent, des sortes de jumeaux de goût parmi des millions d'autres utilisateurs. Pour que ce soit bien clair, on peut faire une petite analogie, un retour à l'époque des vidéoclubs. Imaginez, le système repère d'abord toutes les personnes qui ont loué et adoré les mêmes films, disons Matrix, Superman et Harry Potter. Ensuite, il regarde ce que ces jumeaux de goût ont aimé d'autres. Un film que la personne de départ n'a pas encore vu, comme Titanic. Et voilà, le système le suggère. C'est vraiment ça le principe de base. Mais là où ça devient absolument fascinant, c'est quand on pense à l'échelle. Ce n'est pas une poignée de personnes dans un vidéoclub là. Netflix, c'est des milliards de données traitées en permanence. L'idée est de trouver des liens, des corrélations entre les préférences de spectateurs qui ont des habitudes similaires. Des liens qu'aucun humain ne pourrait jamais voir. Et pour ça, absolument, tout compte. Chaque action est un signal. Le film qu'on lance, celui qu'on arrête après 10 minutes, ce qu'on tape dans la barre de recherche, l'heure à laquelle on se connecte, même le fait d'avancer ou de reculer dans un programme. Tout est une information. En compilant des milliards de signaux comme ça, Netflix a réussi à créer une sorte de carte mondiale des nous, avec plus de 2000 communautés différentes. C'est comme ça qu'ils affinent leur tir. Bon, mais évidemment, cette puissance a un revers. Il y a une face cachée. Parce qu'en apprenant à partir de nos données, de nos comportements, les algorithmes n'apprennent pas que nos goûts musicaux ou cinématographiques, ils apprennent aussi, et c'est là que ça coince, tous nos défauts, nos préjugés, nos biais. Et le pire, c'est qu'ils ne font pas que les apprendre, ils les répètent et ils les amplifient. Et ça, c'est vraiment la question qui tue. Que se passe-t-il si les données sur lesquelles la machine apprend sont dès le départ biaisées ? Eh bien, la réponse est simple. Si un algorithme apprend du passé, il est presque condamné à reproduire les injustices de ce passé. C'est ce que la mathématicienne Cathy O'Neil résume parfaitement. Elle dit « Un algorithme, c'est une opinion intégrée dans un programme ». Et c'est exactement ça. Il faut bien comprendre qu'un algorithme n'est jamais neutre. C'est une opinion, une vision du monde qui a été codée. Une opinion qui dépend des données qu'on lui a fournies et des objectifs qu'on lui a donnés. Un des exemples les plus connus et les plus parlants, c'est celui d'Amazon. Ils avaient créé une IA pour les aider à recruter. Pour l'entraîner, ils lui ont donné 10 ans de données, tous les CV qu'ils avaient reçus. L'IA a regardé tout ça et a fait un constat, très simple. La plupart des gens qui ont été embauchés ici par le passé sont des hommes. Du coup, sa conclusion, purement logique de son point de vue, a été « Ah, donc être un homme est un critère de succès ». Et elle a commencé à faire quoi? À pénaliser les CV qui contenaient le mot femme, par exemple dans le nom d'une association ou d'une université. Au lieu de corriger le biais, elle l'a renforcé de manière systématique.
Et ce problème, on le retrouve partout. C'est une illustration parfaite de la façon dont une IA peut apprendre et renforcer les stéréotypes de notre société. Quand des systèmes analysent des milliards de textes sur Internet, ils finissent par faire des associations. Et qu'est-ce qu'ils voient? Que le mot homme est souvent associé à chef, philosophe, capitaine, alors que le mot femme est associé à femme de ménage, nourrice, réceptionniste. La machine ne fait que refléter et graver dans le marbre les préjugés qui existent déjà. Alors concrètement, comment ces philosophies d'algorithmes se traduisent dans l'expérience de tous les jours sur les grandes plateformes qu'on utilise? Prenons un exemple que beaucoup connaissent, la musique en streaming. Il y a un débat sans fin, une sorte de guerre des algorithmes entre les fans de Spotify et ceux de YouTube Music. Alors, qui a le meilleur algorithme? En fait, quand on écoute les arguments des deux côtés, on voit bien qu'il s'agit de deux approches différentes. Spotify, c'est un peu le pote fiable, une super interface, ça marche partout, mais pour la découverte, il peut avoir tendance à nous laisser dans notre zone de confort, à nous resservir un peu toujours la même chose. YouTube Music, lui, est souvent décrit comme l'ami aventurieux. Son algorithme est vu comme supérieur pour la découverte, pour dénicher des perles rares ou des artistes oubliés. Il va plus nous challenger. Le risque, c'est qu'il se trompe parfois complètement. Donc il n'y a pas vraiment de meilleur, juste des choix, des compromis différents. Tout ça nous amène à une question qui semble logique. Si on est conscient que les algorithmes peuvent être biaisés, pourquoi est-ce qu'on ne les programme pas tout simplement pour qu'ils soient justes? Ça paraît simple, non? Eh bien, en fait, c'est là que les vrais problèmes commencent. Parce que le mot juste ou équitable, ça peut vouloir dire des choses complètement différentes, voire opposées. D'un côté, il y a l'équité individuelle. L'idée, c'est que des individus qui se ressemblent doivent avoir des résultats similaires, c'est l'égalité de traitement. Mais de l'autre, il y a l'équité de groupe. Là, l'idée, c'est de s'assurer que les résultats globaux sont équilibrés entre, par exemple, les hommes et les femmes, ou entre différentes origines. C'est l'égalité de résultats, et pour y arriver, il faut parfois traiter les gens différemment. Et voilà le nœud du problème, le vrai casse-tête. Des chercheurs ont formalisé plein de définitions de l'équité, mais ils ont découvert une chose terrible. Beaucoup de ces définitions sont mathématiquement incompatibles entre elles. C'est prouvé. Autrement dit, un algorithme qu'on optimise pour être juste d'une certaine manière deviendra automatiquement moins juste selon une autre mesure. Si on programme l'égalité de traitement, on risque de renforcer les inégalités de résultats. Et si on veut l'égalité de résultats, on doit renoncer à l'égalité de traitement. Il n'y a pas d'algorithme universel de l'équité. C'est impossible. La question, du coup, n'est plus seulement technique, elle devient philosophique et même politique. Si l'équité parfaite est un but mathématiquement impossible à atteindre, alors on doit se poser une autre question en tant que société. Quel compromis est-on prêt à accepter? Quel type d'injustice choisit-on de tolérer pour en éviter une autre? Parce qu'au final, ces choix, qui se traduisent par quelques lignes de code, sont en train de définir les règles du monde dans lequel on va vivre